Bon retour, amateurs de sorcières. Aujourd'hui, nous continuons cette histoire où la magie et l'ingénierie se rencontrent de façon plutôt explosive. Dans le chapitre d'aujourd'hui, des sorcières qui tombent du ciel, des funérailles qui changent le cours de l'histoire, des navires qui flottent, et un massacre qui nous brisera le cœur. Commençons. La nouvelle venue dit à Nightingale de se détendre avant de faire quoi que ce soit de dramatique, car apparemment, les premières impressions comptaient, même quand on tombait du ciel sans y être invité. Nightingale fut surprise et demanda immédiatement qui elle était. Elle se présenta comme Lightning, récemment intégrée à l'association des sorcières, parlant d'une voix décontractée, avec une posture détendue, comme si elle était tombée là par accident et avait simplement décidé de rester. Nightingale ne baissa pas sa garde. Elle posa immédiatement la question la plus évidente, sans perdre de temps, est-ce que maîtresse Cara l'avait envoyé ? Lightning haussa les épaules, disant qu'il n'était pas étrange que Nightingale ne la reconnaisse pas, puisqu'elle n'était presque jamais présente. Elle ajouta qu'elle voulait les accompagner, parce qu'elle avait aimé le discours de Nightingale sur le fait que chacun puisse vivre comme il le souhaitait. Alors elle décida de rester avec elle. C'était tout. Pas de grande raison. Pas de mission secrète. Juste des vibes et de la conviction. Lightning semblait clairement ravie par tout ce qui touchait aux machines et des piles d'outils et des bâtons de dynamite ressemblaient pour elle à des jouets dans une cour de récréation. Elle débordait littéralement d'enthousiasme, se qualifiant elle-même d'exploratrice dans l'âme, visiblement plus impressionnée par les explosifs que par les conventions sociales. Nightingale ne put s'empêcher de lui demander pourquoi quelqu'un comme elle avait rejoint l'association au départ. Lightning l'expliqua comme si c'était évident. Trouver une montagne sacrée lui avait semblé être une grande aventure. Mais la réalité s'était révélée être des livres. Des livres sans fin. Et Cara enfouie dedans. Toute la journée. Tous les jours. Pas vraiment l'excitation de la découverte qu'elle avait imaginée. Finalement, Nightingale aborda le sujet qui fâchait et demanda si son pouvoir était le vol. Lightning hocha la tête avec assurance, affirmant qu'elle pouvait facilement les porter toutes les deux et qu'elle volerait comme le vent. Mais au moment où elle essaya, son corps bougea à peine, le poids écrasant sa frêle silhouette comme si la gravité lui en voulait personnellement. Autant dire que voler comme le vent semblait soudain très discutable. À ce rythme-là, elles atteindraient Border Town en 2 jours. Pendant le voyage, Lightning demanda avec désinvolture si Nightingale connaissait Wendy depuis longtemps, mentionnant que Wendy l'avait appelée Veronica au camp. Ce nom tomba plus lourdement que Lightning ne l'avait probablement réalisé. Nightingale le confirma doucement. Elle se connaissait depuis avant l'association, et avec cela, le passé commença à refaire surface. Avant l'association, expliqua Nightingale, on l'a traitée comme une marionnette, comme un outil. C'était Wendy qui l'avait trouvée et lui avait appris à vivre comme une personne. Elle expliqua qu'à 14 ans, elle avait une famille à Silver City, mais que ses parents avaient disparu lors d'un soulèvement de roturiers, engloutis par le chaos comme s'ils n'avaient jamais existé. Son oncle l'avait recueillie, elle et son frère Id. Cette même année, ses pouvoirs de sorcière s'éveillèrent, et son oncle le remarqua immédiatement. Il la sépara de Id et l'emprisonna sous prétexte d'entraîner ses capacités, établissant des règles brutalement claires, obéir, si elle voulait que son frère vive. Alors elle obéit. Elle devint une assassine. Poison, embuscade, mort silencieuse dans des coins sombres, tout ce qu'il fallait. Élevant la famille Gillan au rang de la plus riche et puissante. Mais à chaque pièce ajoutée à leur fortune, ses mains devenaient plus lourdes de sang. L'ironie cruelle, c'était que ses pouvoirs étaient parfaits pour ça, précision, silence, mort propre. Quand elle revit enfin Id, s'attendant à tout, il la regarda comme une étrangère et dit qu'il aurait préféré ne pas avoir de sœur sorcière. Ce rejet brisa quelque chose en elle qui ne guérit jamais complètement. Après cela, plus rien n'avait de sens. Elle vivait simplement comme un zombie. Quand elle survécut à sa maturité, ses pouvoirs s'intensifièrent, et les barreaux de sa cellule ne purent plus la retenir. Elle s'échappa et se vengea de son oncle en le tuant. Puis elle partit simplement sans destination, sans but, avec seulement un vide infini qui s'étendait en elle. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra Wendy.
Une étincelle de chaleur dans un monde devenu froid. C'est elle qui l'amena à l'association, où elle rencontra d'autres sorcières partageant la même souffrance et la même douleur, trouvant enfin un peu de paix intérieure. De retour au présent, Lightning écouta en silence avant de remarquer que Kara semblait s'être égarée, et que personne à l'association ne croyait vraiment qu'un prince se souciait des sorcières. Cela ressemblait à un conte de fées raconté par quelqu'un qui n'avait pas encore assez brûlé. En écoutant Lightning, Nightingale pensa à Roland et à ses paroles, croire au pouvoir des sorcières, vouloir les voir marcher librement dans les rues, sans peur mais avec fierté. Finalement, elle leva les yeux et déclara avec assurance, « Je le crois ». Pendant ce temps, à Bordertown, dans une petite cabane, Anna demanda si tout allait bien avec le prince. Le prince éternuait sans arrêt. Il se demanda à voix haute qui pouvait penser à lui avec une telle intensité. Et la réponse arriva quelques secondes plus tard. En s'écrasant littéralement dans la pièce, Nightingale et les autres firent irruption, s'effondrant à ses pieds dans un enchevêtrement d'urgence et d'épuisement. Anna passa immédiatement en mode défense, ses instincts aiguisés, les flammes presque impatientes de s'enflammer. Mais Nightingale trancha la tension en criant à Roland d'amener Nana immédiatement. Pas d'explication. Pas de politesse. Pas de présentation. Juste l'urgence. Plus tard dans la nuit, tandis que Nana soignait les blessures de Wendy, le prince tenta de donner un sens au chaos. Seules 3 sorcières étaient revenues. Son esprit sauta immédiatement au démon, au massacre, au pire scénario possible. Il fut soulagé que Nana soit là, surtout lorsque le bras de Wendy nécessita des soins sérieux. Puis Lightning sortit de l'infirmerie, apparemment presque indemne. Le prince lui demanda si elle était blessée aussi, et elle balaya la question d'un geste, disant qu'elle allait bien comme les autres, donc inutile de s'inquiéter. Elle l'étudia ensuite attentivement et admit avec un sourire qu'il était vraiment un bon gars, exactement comme Nightingale l'avait dit. Elle n'y avait pas cru au début comme personne à l'association. Mais le monde était plein de gens étranges, alors peut-être qu'un prince comme lui n'était pas si étrange après tout. Il fut un peu vexé d'être qualifié d'étrange, mais laissa passer. Puis tout s'éclaira, l'association n'avait pas été attaquée. Réalisant que personne n'avait expliqué ce qui s'était passé à Roland, Lightning le raconta sans détour. Wendy avait été blessée par sa propre professeure, Kara. Ces mots laissèrent Roland sans voix. Comment avait-elle pu être attaquée par l'une des leurs? La nuit tomba. Le prince Roland retourna dans sa chambre, pour presque faire un bond en voyant Nightingale allongé sur son lit, en tenue de nuit, calme et parfaitement à l'aise, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ses pensées dérivèrent immédiatement là où elles n'auraient pas dû, son visage chauffant tandis qu'il essayait de se reprendre. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'intelligent, Nightingale se leva et marcha vers lui, et soudain il se retrouva plaqué contre la porte, le cœur battant, incertain s'il allait être assassiné, ou émotionnellement déstabilisé. Il balbutia qu'elle devrait se reposer aussi longtemps que nécessaire. Puis elle s'agenouilla. Nightingale se présenta sous son vrai nom Véronica et jura fidélité au prince. Pas comme une sorcière cherchant refuge. Pas comme une victime. Mais comme une subordonnée. Elle promit de suivre ses ordres, de se battre à ses côtés contre les démons ou toute autre menace, jusqu'à son dernier souffle. Après avoir été abandonnée par l'association, elle avait choisi son avenir et c'était lui. Sachant qu'elle ne comprendrait peut-être pas les idées modernes d'égalité ou de liberté, le prince décida de jouer le jeu. Il prit l'épée de ses mains et la nomma sa main droite. Quand il lui demanda son vrai nom, elle répondit qu'il n'y avait plus aucune raison de le cacher. Au matin, Wendy reçut un contrat pour rester à Bordertown et travailler pour Roland, avec une rémunération équitable. Puis il lâcha nonchalamment quelque chose qui choqua tout le monde. Il croyait avoir trouvé un moyen pour que les sorcières traversent la maturité sans douleur. Plus tard, ils sortirent tous, et il donna des explications, admettant que ce n'était encore qu'une théorie. Son raisonnement était que les sorcières étaient comme des récipients, la magie s'accumulait avec le temps jusqu'à déborder et attaquer le corps. Pas de démons.
Pas de malédiction. Juste un déséquilibre. Si la magie était constamment libérée, maintenue en circulation, la douleur pourrait ne jamais venir. Exactement comme Anna, qui avait survécu parce que, sans le savoir, elle avait fait précisément cela. Il promit Border Town comme refuge. Un endroit où les sorcières pourraient pratiquer librement, sans peur ni chaîne. Si cela fonctionnait, elles pourraient construire leur propre montagne sacrée sur place. Wendy dit qu'elles avaient déjà signé le contrat et demanda par où commencer. Sa réponse fut simple, continuer à utiliser sa magie jusqu'à la maîtriser. Quand l'entraînement commença, Nana et Anna parlèrent à voix basse. Nana était impressionnée par la magie du vent de Wendy et par le vol de Lightning, surtout parce que cela avait sauvé la vie de Wendy. Anna était simplement heureuse d'avoir autant de sœurs autour d'elle. Mais Nana remarqua autre chose, la façon dont Nightingale regardait le prince, plus chaleureuse et différente qu'avant. Anna ne comprit pas, alors Nana, un peu fatiguée de son innocence, la prévint que si elle n'agissait pas, Nightingale le ferait peut-être. Soudain, l'alarme interrompit le moment. Des démons arrivaient. Roland se précipita sur les remparts, scrutant l'horizon et ne vit rien. Pas de bêtes. Juste du brouillard. Ironax, qui avait donné l'alerte, lui dit de regarder de plus près. Et c'était là une masse sombre en formation. Un démon hybride. Le même qui avait failli le tuer des années plus tôt. Ce n'était pas une créature sans esprit. Il avait survécu et appris, donnant à Roland un très mauvais pressentiment. Après quelques secondes, son visage devint visible. Un démon à 4 yeux, rougeoyant d'aura. Une bête ressemblant à un lion. Puis soudain, il bougea, commençant à s'approcher des murs rapidement. Ironax, qui avait déjà combattu ce démon, cria l'ordre « Soldats, votre première mission est de protéger le prince. » Tout le monde en position. Cependant, lorsque la bête atteignit le mur, elle s'arrêta pour une raison inconnue. Sur le rempart, tout le monde fut confus. Carter comprit. Puis quelque chose de terrifiant se produisit, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il sauta. Le prince ordonna d'ouvrir le feu, mais c'était trop tard, le monstre était déjà en l'air, percutant intelligemment la section la plus faible du mur. Confirmant les pires craintes de Roland. Ce démon était différent. Il n'avait pas seulement de la puissance, il avait de l'intelligence. Une fois le mur franchi, des rapports arrivèrent et il se dirigeait vers la ville. Roland mobilisa immédiatement tout le monde, ordonnant à une partie de la division de garder le mur tandis que le reste le suivait. Intérieurement, il regretta d'avoir jamais sous-estimé ces créatures. Quand ils atteignirent la ville, un cri retentit mais ils étaient déjà trop tard. Le sang maculait les rues. La peur resserrait son étau. Une seconde plus tard, le monstre réapparut, détruisant tout sur son passage. Il attrapa un autre civil. Roland cria immédiatement à tout le monde d'être prudent. Mais c'était inutile. Le démon ouvrit ses ailes et poussa un rugissement puissant. Les armes s'avérèrent inutiles dans le chaos, alors le capitaine ordonna aux soldats de monter sur les toits pour éviter de blesser les civils. La fureur du monstre s'enflamma. Une fois de plus, il déchaîna des vents violents qui projetèrent tout le monde au sol. Puis soudain, 2 balles traversèrent la tête du démon. Roland se tourna vers le toit d'où provenait le tir et vit l'un des nouveaux soldats. La bête tourna la tête vers lui et hurla. Mais Ironax apparut alors à côté du démon et l'acheva d'un seul tir dévastateur, vengeant à la fois les morts et son propre passé. Pendant ce temps, au nord de Greycastle, quelque chose de bien pire approchait. Une créature mutante colossale rampait vers le mur, bavant à l'odeur des humains, une armée de démons se déversant de sa gueule gigantesque. Des soldats terrifiés fuyaient, poursuivis par quelque chose dans le ciel, espérant atteindre la porte nord. Acculés, attendant que la porte intérieure s'ouvre, une horde de bêtes démoniaques s'approcha. Une femme déterminée ordonna à ses camarades d'avaler des pilules rouges. Ils obéirent et les avalèrent et aussitôt, une puissance inonda leur corps, les préparant au combat. Cependant, à ce moment précis, la porte s'ouvrit.
Et ce qui en sortit fut l'armée du jugement et les guerriers du châtiment divin. Des chevaliers d'élite. Confiants. L'un attrapa la créature volante en plein vol. Un autre lança une lance avec une force impossible, la tuant instantanément. La femme observa, choquée, incapable de croire que des humains puissent faire cela. Du haut d'une tour, 3 archevêques observaient. Ils notèrent que les armées de renfort des grands royaumes avaient été anéanties et que l'armée du jugement régnait en maître. Mais le prix était élevé, pilule consommée, soldats perdus. Téphin, l'un des archevêques, insista sur le fait que c'était nécessaire. Les bêtes étaient apparues exactement comme prédit. Le temps pressait. Un autre archevêque, Ézer, rit, disant que les humains n'étaient pas meilleurs que les démons et que peut-être l'extinction ne serait pas si mauvaise. L'aîné répliqua sèchement, lui demandant si elle s'opposait à la volonté de Dieu. Elle remit en question le fait que Dieu favorise réellement l'humanité ou même qu'il souhaite qu'elle survive. Le silence suivit. Pendant ce temps, le 3e archevêque, Mène, pensa intérieurement que Dieu n'avait pas envoyé de bénédiction à ce monde et qu'il n'aimait pas uniquement les bêtes démoniaques. Au fond de lui, il savait que Dieu ne favoriserait que ceux qui gagneraient ce combat. De retour à Border Town, sous un ciel hivernal sombre, un citoyen tombé fut enterré. Roland prononça un discours pour honorer le sacrifice de Monsieur Ali, qui avait combattu le démon avec bravoure. Pendant ce temps, Vanet ferma les yeux et écouta les paroles du prince, se souvenant du sacrifice du roturier. Le chevalier en chef observait, profondément ému, un prince noble honorant un roturier par son nom allait à l'encontre de l'ordre du monde. Mais le prince se tenait près du monticule fraîchement creusé, comme s'il enseignait à toute la frontière un concept que la plupart des nobles traitaient comme une maladie, la simple décence humaine. Le vent coupait comme une lame, le chagrin mordait comme des dents, pourtant il insistait sur l'importance de cet adieu. Pas parce que c'était poétique, pas parce que ça sonnait bien, mais parce que Border Town avait enterré ses morts comme des déchets pendant des années. Des trous rapides, de la terre jetée à la va-vite. Avançait. Comme si les morts n'étaient qu'une paperasse gênante. Il expliqua donc calmement au chevalier que les défunts méritaient plus qu'une tombe expédiée. Et au-delà du respect, les funérailles avaient un but: remonter le moral. Quand les soldats se souvenaient pour qui ils saignaient de vrais visages, de vraies familles, de vraies vies, leur colonne vertébrale se redressait d'une manière que la peur ne pouvait jamais briser. Ce moment lui fit comprendre que si Border Town voulait avancer, il devait travailler plus dur et construire un canon pour réduire les pertes humaines. À ce moment précis, l'épouse du défunt apparut, 2 enfants accrochés à elle, l'un si jeune qu'il croyait encore que le monde était majoritairement chaud et sûr. Des soldats à proximité observaient dans un silence pesant, réalisant que la victoire ne nourrissait pas les orphelins. La question non dite flottait dans l'air: comment allait-elle survivre désormais? Avant que la pitié ne se transforme en panique, l'un des soldats rappela à son camarade qu'elle recevrait le salaire de son mari et une compensation supplémentaire, quelque chose appelé une pension. Il l'avait vu de ses propres yeux. Le chef lui donna un sac d'argent. En d'autres termes, le prince ne se contentait pas de pleurer le mort, il assumait les conséquences de la mort. Dans un contexte médiéval, c'était un comportement presque révolutionnaire. Alors que la foule assimilait cela, les yeux de Vanet se rétrécirent. Sa posture changea, pas de manière dramatique, juste à l'air, comme si l'air lui avait murmuré que quelque chose n'allait pas. Un compagnon lui demanda ce qui se passait. Vanet hésita, disant qu'il sentait quelqu'un à proximité et puis secoua la tête, ne voulant pas être celui qui criait « fantôme » lors d'un enterrement. Sauf qu'il ne l'imaginait pas. Car pendant que la ville pleurait et que le prince jouait au dirigeant responsable, une paire d'yeux comptait déjà les sorcières comme de la contrebande. De retour à l'atelier de ciment, l'ambiance était complètement différente. Ici, le chagrin avait laissé place à l'industrie, et le prince consultait Anna au sujet des canons des tromblons. Anna répondit avec le calme assuré de quelqu'un qui avait appris qu'elle pouvait changer le monde avec du feu et de la patience grâce à la machine à vapeur,
les forgerons s'occupaient désormais de la plupart des travaux lourds. Son rôle était plus contrôlé, plus précis, moins four humain, et plus déesse de la fabrication de précision. Et puis il y avait Lightning, étant Lightning. Elle bondissait partout comme une enfant ayant découvert un atelier rempli de feux d'artifice illégaux. Tellement excitée par la nouvelle technologie qu'elle bombardait les forgerons de questions jusqu'à ce qu'ils aient l'air de prier pour la saison des démons, juste pour lui échapper. Le prince comprit enfin pourquoi elle avait été absente. Elle n'avait pas disparu, elle harcelait les forgerons comme un gobelin de curiosité dopé à la caféine. Et comme le prince était physiquement incapable de voir de l'enthousiasme sans le transformer en arme, il sortit un autre plan. Anna et Carter furent stupéfaits, disant que cela ressemblait à une arme formidable. Roland déclara que c'était un canon de 12 livres. Une arme glorieuse, conçue pour faire regretter aux démons hybrides d'avoir des os. Il commença à expliquer son fonctionnement, plongeant dans des détails techniques comme s'il donnait une conférence TED à des paysans médiévaux. Le visage d'Anna se vida, elle écoutait, mais son cerveau chargeait. Il le remarqua et changea d'approche, lui montrant 2 trous dans le sol et lui disant de fabriquer des moules à boulets de canon en y chauffant et fondant l'acier. Anna se mit immédiatement au travail, versant le métal en fusion comme si elle arrosait des plantes, et le prince la prévint de ne pas fixer directement la lave incandescente, cela pourrait abîmer ses yeux. Elle les ferma docilement, et le prince, ce génie, inventeur, supposé futur du royaume, se mit à rougir comme s'il avait été surpris en train de se tenir la main en public. Il s'approcha pour essuyer la sueur du visage d'Anna. Oui. De la sueur. Par des températures négatives. Parce qu'apparemment, la thermodynamique ne s'appliquait pas quand la romance se forgeait à côté du métal en fusion. Le chevalier observa et pensa qu'il se passait ici quelque chose de bien plus lumineux. La main du prince resta trop longtemps, le rougissement était évident, et les joues d'Anna étaient tout aussi rouges. Toute la scène ressemblait au rituel de cour le plus maladroit du monde. Si quelqu'un avait besoin d'une preuve que cette relation avait dépassé le stade, sorcière sauvée et prince reconnaissant, félicitations, le réseau de ragots de Border Town venait d'avoir son épisode hebdomadaire. Mais pendant que notre héros était occupé à être nerveux et productif, l'espion, lui, était terrifié. Cet homme envoyé par le nouveau roi Timothy observait le prince protéger ouvertement les sorcières, et cela lui brisait l'esprit. Les roturiers discutaient avec les sorcières comme avec des voisins. Un mur massif s'élevait comme s'il avait été bâti par des dieux en colère. Des bâtons de métal tiraient des projectiles qui tuaient des démons. Tout cela semblait maudit, comme s'il était tombé dans une ville alimentée par une magie interdite. Sans l'énorme paiement promis, il n'aurait jamais accepté d'espionner ce cauchemar. Malheureusement, la peur le rendit imprudent, car Vanet est l'homme qui avait, imaginé, une présence plus tôt, le repéra et lui ordonna de s'arrêter. Le cri résonna, et tout le monde se retourna. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, il y avait un espion. Quelqu'un vivant parmi eux sous un faux visage. L'homme se figea, sa dernière pensée cohérente étant que le 4e prince devait tirer son pouvoir du diable, car aucun noble normal ne construisait des murs, ne fabriquait des armes et ne traitait les sorcières comme des êtres humains. Ailleurs, à l'intérieur du château, le vieux conseiller et l'homme dont l'âme s'érodait à chaque ordre royal absurde reçut le rapport et faillit exploser. Le prince avait demandé 2 navires. Sans capitaine. Sans équipage. Juste des navires. Comment comptait-il envoyer des navires sans personne à bord? Alors qu'il était en plein effondrement intérieur, on frappa à la porte. Un soldat annonça qu'ils avaient attrapé un rat. Il ajouta qu'il s'appelait Cole, surnommé la marmotte, qu'il travaillait pour le 2e prince, et qu'il vivait depuis des mois sous une fausse identité comme simple habitant de Border Town. Ils avaient trouvé une lettre, de l'argent, et des sacs de mélange pour béton. Les soldats l'interrogeaient encore pour obtenir plus d'informations, et le vieux conseiller épuisé n'hésita pas une seconde, il fallait lui arracher tout ce qu'il savait, puis l'exécuter immédiatement. Aucune pitié. Aucun délai. C'était le 4e espion qu'il capturait. À ce stade, Border Town n'était plus une ville, c'était un cimetière d'espions. Et si le conseiller n'était pas surpris,
c'était parce que le prince l'avait vu venir. Quand on l'avait averti qu'il manquait d'effectifs pour attraper les espions, le prince avait ordonné une annonce publique affirmant que quelqu'un sabotait à nouveau les réserves de nourriture et il avait offert des récompenses à quiconque signalerait un comportement suspect. La ville était donc devenue son propre système de sécurité. Pas parce que tout le monde était devenu noble mais parce que tout le monde avait compris que survivre dépendait du fait d'attraper les espions avant qu'ils ne détruisent ce qui avait été construit avec tant d'efforts. Le conseiller observait tout cela et, comme toujours, se sentait mal à l'aise. Roland n'était pas seulement intelligent. Il était dangereusement intelligent. Le genre d'homme qui ne craignait ni le jugement divin ni les menaces de l'Église. Le genre d'homme qui faisait même se sentir impuissant un vieux comme lui, plus démon que les démons eux-mêmes, peut-être. Pendant ce temps, très loin, dans la capitale de Greycastle, le roi Timothy était assis sur son trône, faisant semblant d'être aux commandes. Il demanda des nouvelles des décrets royaux envoyés à ses frères et sœurs, aucun n'avait répondu. Ça le rendait fou. Il était le roi, et pourtant la famille royale le traitait comme un message de groupe laissé en vue. Un homme rapporta que le 4e prince avait répondu disant qu'il reviendrait après la saison des démons, une fois son peuple en sécurité, et qu'il s'adressait à lui en disant « Votre Altesse » et non « Votre Majesté ». Cette seule formule fracassa l'ego de Timothy. Roland l'appelait encore prince, pas roi. Timothy traita Roland d'idiot pour lui tenir tête, surtout qu'il avait prévu de l'attirer avec des terres et du confort comme on appâte un chat errant. Il demanda ensuite des nouvelles des 3e et 5e princesses. Et les nouvelles étaient pires. La 3e princesse avait disparu avec son majordome et ses serviteurs. Disparu. Aucune trace. Timothy se frotta le visage, frustré pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il ne voulait pas que des roturiers fassent couler le sang royal, même le sang royal agaçant. Il exigea qu'on la retrouve. Puis son attention se tourna vers le plus gros problème, Garcia Wimbledon, la princesse pirate obstinée. Avant même que quelqu'un n'explique quoi que ce soit, Timothy ordonna la saisie de son port et exigea qu'on la traîne de force jusqu'à la capitale. Et comme si l'univers prenait plaisir à l'humilier, un chevalier fit irruption avec la vraie nouvelle. Garcia avait vaincu les forces du duc Joy à la frontière sud. Elle contrôlait désormais Eagle City. Le visage de Timothy se tordit d'horreur. Et ça empirait. Garcia s'était couronnée reine de Clearwater avec la bénédiction des ducs locaux, et toute la moitié sud de Greycastle était devenue indépendante. Maintenant, Timothy ne devait plus seulement gérer la saison des démons et des frères et sœurs rebelles, il faisait face à un royaume qui se coupait en deux. Il resta là à grincer des dents, comme si la colère pouvait recoller une carte. De retour près de Bordertown, au bord de la rivière, le ton changea encore parce que le prince poursuivait désormais sa nouvelle obsession, les canons. Ses capitaines traînaient le nouveau canon, 2 hommes robustes qui avaient l'air d'avoir pris 10 ans en 1 heure. Ils se plaignaient que c'était trop lourd, trop énorme, impossible à déplacer. Le chevalier Carter fixa le monstre et demanda pourquoi il gardait quelque chose que personne ne pouvait voler puisque personne ne pouvait le bouger. Roland soupira comme un artiste obligé d'expliquer l'art à des gens qui ne comprenaient que les pommes de terre. Ce n'était pas « quelque chose ». C'était un chef-d'œuvre. Forgé avec du sang, de la sueur et de l'acier. Pourquoi personne ne voyait la beauté? Puis Lightning, patiente comme un chien attendant qu'on lui lance un bâton, demanda si elle pouvait commencer à nettoyer le canon. Roland accepta, et elle s'y jeta comme si c'était le travail le plus fun du monde. En voyant ça, le chevalier demanda si elle avait signé un contrat de travail. Roland expliqua la partie absurde, Lightning avait insisté pour travailler gratuitement tant que le prince continuait à inventer des choses intéressantes. Elle ne voulait que de la nourriture et un endroit où dormir. Donc oui, Roland venait littéralement de trouver un service d'abonnement humain. Donc il fallait être comme Roland, abonné et liker pour qu'il puisse continuer à vous uploader vos histoires préférées. Lightning termina le nettoyage et annonça que le canon était vide, prêt pour l'étape suivante. Roland rappela la première règle aux soldats, toujours vérifier le canon. S'assurer que rien n'était coincé à l'intérieur. Puis vint la poudre et le boulet. Le pousser correctement pour chasser les poches d'air, puis insérer la mèche. Quand tout fut prêt,
Roland ordonna à tout le monde de reculer, puis alluma lui-même la mèche. Elle grésilla instantanément, et tout le monde se boucha les oreilles comme s'il s'attendait à voir les dieux éternuer. Sauf Lightning, ses yeux brillaient comme si elle venait d'assister à la meilleure chose de sa vie. Et boum! Le boulet traversa le mannequin, laissant un trou net dans sa poitrine, comme si le mannequin avait personnellement offensé la science. Iron Axe faillit prier sur place, c'était le genre de puissance qui réinitialise les cerveaux médiévaux. Vanet resta figé, sidéré. Le boulet ne s'arrêta même pas après avoir détruit la cible, il vola encore sur 100 mètres, visiblement encore énervé. Roland évalua calmement. Pour un premier tir, c'était solide. Un canon de 12 livres pouvait aller bien plus loin dans de bonnes conditions, donc c'était un test réussi. Le chevalier respecta l'arme, disant qu'elle pouvait détruire une armée entière mais s'inquiéta du poids. Nettoyer, charger, transporter la poudre et les boulets, c'était un cauchemar logistique. Roland acquiesça, mais dit que ça en valait la peine si cela leur permettait de détruire le duc, et il se corrigea rapidement les démons hybrides. Très convaincant. Faisons comme si on n'avait pas entendu. Puis il révéla l'étape suivante de sa stratégie insensée, des navires. Il réfléchissait à déplacer les canons par l'eau. Il avait demandé au vieux conseiller d'acheter des voiliers à Willow City. Avec la magie du vent de Wendy, la vitesse de transport pouvait augmenter autant pour les civils que pour les canons, et cela offrirait un avantage stratégique, surtout contre le duc de la forteresse de Lonsogne. Roland imaginait une attaque par l'arrière pendant que les forces du duc seraient distraites parce que rien ne dit, surprise, comme des canons surgissant d'une rivière, comme un service de livraison d'invention en colère. De retour au bureau, le conseiller brisa son rêve avec des chiffres. Un voilier à 2 mâts coûtait 120 pièces d'or. L'équipage coûtait encore 2 cents. Le trésor n'avait que 315. Acheter les navires signifiait ne pas pouvoir payer l'armée civile le mois prochain. Donc des canons sur l'eau, et une armée impayée sur terre. En gros, investir dans son propre coup d'État. Roland répondit qu'il n'avait pas besoin d'équipage. Le conseiller refusa. Willow vendait des navires avec équipage. C'était comme ça. Roland tenta un autre plan à acheter ailleurs, mais le conseiller le coupa encore. Les ports étaient trop loin et coûteraient plus cher. Alors Roland fit ce qu'il faisait toujours quand la réalité lui barrait la route. Il construisit une nouvelle porte. Pourquoi ne pas fabriquer le navire eux-mêmes? Rien d'élégant. Juste quelque chose qui flotte et qui peut supporter canon et équipage. Avec Wendy pour contrôler le vent, il n'avait même pas besoin de rameur. Le conseiller souleva alors le problème des matériaux. Roland proposa du bois léger, puis réalisa que des rondins risquaient de ne pas être assez durables. Il envisagea un navire en métal soudé par Anna, mais se rappela qu'il avait déjà utilisé le métal pour les armes et les infrastructures. Puis l'ampoule s'alluma. Du béton. Ils avaient des tonnes de béton restant après la construction du mur. Alors Roland proposa un navire Frankenstein, une base en bois, renforcée par des barres d'acier, puis du béton pour le reste. Un navire construit comme un bunker flottant. Excité, le prince se mit à dessiner les plans de son nouveau navire. Le conseiller envisagea probablement la retraite sur le champ. Bientôt, la berge de la rivière Redwater devint un chantier naval improvisé. La structure de base prit forme, et quand Lightning la vit, elle plaisanta en disant que ça ressemblait à une baignoire géante faite pour les bains luxueux d'un roi. Roland rit et la corrigea, c'était un navire. Lightning resta sceptique, disant que ça ne ressemblait à aucun navire qu'elle avait vu auparavant, mais comme il le savait, les inventions de Roland n'avaient jamais l'air normales. Wendy les regarda se chamailler, soulagée de voir Lightning et Roland bien s'entendre. Nightingale nota que Lightning avait toujours été aussi énergique, gentille, naturellement capable de se connecter aux autres comme à l'association. Mais la mention de l'association assombrit le visage de Wendy. Elle pensa aux sœurs restées derrière. Elle s'inquiéta. Et tandis que l'inquiétude de Wendy flottait dans l'air, l'histoire retourna aux montagnes là où ses sœurs marchaient droit dans un cauchemar.
Les sorcières avançaient prudemment dans la chaîne montagneuse quand l'une d'elles détecta des démons à proximité. La professeure blessée, amère et toujours persuadée qu'elle commandait, ordonna à Liv de la poser et d'aider les autres. Liv déposa soigneusement sa professeure au sol, puis se tourna vers les monstres avec le groupe. Mais même alors que le danger approchait, l'esprit de la professeure restait accroché à sa colère. Elle cracha son venin sur Nightingale pour ce qui s'était passé, jurant de se venger dès qu'elle trouverait la montagne sacrée et rassemblerait davantage de sorcières. Et Wendy et Lightning. Elle se sentait trahie par elles aussi. Dans sa logique, quiconque échappait à son contrôle était une traîtresse. Une façon polie de dire qu'elle traitait les gens comme une propriété. Les démons attaquèrent. Les sorcières ripostèrent. Liv invoqua des racines qui jaillirent et piégèrent les bêtes. Zéphyr utilisa la magie de l'air, leur arrachant le souffle des poumons. Les monstres tombèrent, et la professeure esquissa même un sourire parce que rien ne réparait l'âme d'un tyran comme voir les autres se battre pour son rêve. Elle était convaincue qu'une fois arrivée à la montagne sacrée, elle serait assez forte pour écraser l'église. Elle se répétait que cette lutte était temporaire, et que le pouvoir les attendait plus loin. Puis elle le vit. Des structures semblables à des gratte-ciel se dressaient au loin, des tours qui ne semblaient pas humaines, debout comme les os d'un monde perdu. Son visage s'illumina. Elle déclara que ça devait être la montagne sacrée. Les autres en doutèrent. Les livres décrivaient la montagne sacrée comme sereine, abondante, sûre. Ce qu'elle voyait semblait froid, alien, faux. Liv doutait aussi mais se rappela ce qui était arrivé à Nightingale lorsqu'elle avait osé questionner la professeure. Alors elle avala ses doutes et avança. Parce que parfois, survivre signifiait mentir à son instinct. Alors elles suivirent toutes. En continuant à marcher, l'une d'elles tomba morte. Sans avertissement. Sans cri de guerre. Elle était simplement partie. Liv voulut s'arrêter, le cœur brisé, voulant pleurer son amie mais la professeure leur hurla de continuer à avancer. Elle avertit que s'arrêter signifiait mourir quand la nuit tomberait. Liv se mit à pleurer, déchirée entre le chagrin et l'obéissance, tandis que la professeure utilisait la peur comme un fouet, répétant que rester immobile attirerait les attaques des démons. Alors elles continuèrent. Puis une autre sorcière réalisa soudain que la montagne avait disparu. Les structures géantes, comme une ville, s'évanouirent comme un mirage au coucher du soleil. La confiance de la professeure se fissura. Elle sombra dans le désespoir, se souvenant que Lightning avait déjà parlé de mirages qui apparaissaient et disparaissaient, une chose censée arriver en mer, pas sur terre. Pourtant, la professeure claqua que cela ne voulait pas dire que ça n'existait pas, fière d'avoir raison, alors même que tout le monde mourait. Puis le danger revint. Des démons approchèrent de nouveau mais ce n'étaient pas des démons ordinaires. Quelque chose de plus intelligent. Plus meurtrier. La première attaque fut instantanée. Trop rapide. Une lance transperça la poitrine d'une sorcière comme du papier. Liv se figea, les yeux écarquillés, l'incrédulité lui serrant la gorge. Encore une perte. Encore une amie qu'elle n'aurait même pas le droit de pleurer. La professeure cria aussitôt de les attaquer, sans même être troublée par les morts. Et alors les démons hybrides apparurent avec leurs loups démons gardiens, comme s'ils avaient des animaux de compagnie. Des loups d'attaque. Intelligents. Une sorcière tenta immédiatement de transformer le sol en marécage mais les hybrides sautèrent de leur monture sans effort, atterrissant devant les femmes comme si la gravité était optionnelle. L'un d'eux balaya le bras et pulvérisa une sorcière avec une force brutale sans projeter, cri coupé net. Les sœurs restantes tremblaient, coincées entre la terreur et la certitude que fuir serait peut-être inutile. Un hybride fixa une sorcière rousse. Son visage se vida de toutes couleurs tandis qu'il approchait. Mais à cet instant, une boule de feu le frappa, plus irritante que destructrice, mais offrant une seconde précieuse. La sorcière attrapa la main de la jeune fille, la suppliant de courir mais la jeune sorcière ne pouvait pas bouger. Le traumatisme avait transformé ses jambes en pierre. Une autre sorcière se battit avec une petite arbalète courageuse, désespérée, et tragiquement dépassée. L'hybride la frappa d'un coup de pied en pleine poitrine.
Elle s'écrasa si violemment que la mort n'aurait surpris personne. Leaf refusa d'abandonner. Elle invoqua à nouveau des racines, en serrant complètement un hybride, l'immobilisant. La professeure envoya son serpent s'enrouler autour du monstre, le forçant à tomber à genoux. Leaf hurla à tout le monde de fuir pendant qu'elle le retenait. Mais une sœur la prévint, l'autre hybride attrapait une nouvelle lance. Les pieds du démon s'enfonçaient dans le marécage, le ralentissant, mais il lança tout de même avec une vitesse terrifiante. Une traînée rose fendit l'air. L'impact ne laissa qu'une brume, comme si le monde lui-même avait été tranché. Leaf l'esquiva de justesse. Puis l'électricité éclata, le pouvoir d'un autre hybride irradiant tout autour. Leaf hurla, Noon. Mais à cet instant, l'électricité traversa les sorcières. Les corps tombèrent. Le champ de bataille se tut, à part le crépitement d'énergie et des respirations déchirées. Il ne resta plus que Leaf et sa professeure. Leaf n'arrivait pas à accepter la vitesse de l'effondrement. Comment le monde était passé de « voyage vers le salut » à « fosse commune ». Puis l'hybride s'approcha de la professeure et, d'un geste, la saisit et la souleva comme si elle ne pesait rien. Elle paniqua et libéra ses serpents venimeux. L'un mordit l'appendice ressemblant à une langue du monstre. Une brume rouge s'en échappa. Agacé, l'hybride écrasa les serpents de ses mains. Et ensuite, la professeure aussi. Ses larmes tombèrent pendant que Leaf regardait, horrifié. Sa professeure, arrogante et intouchable, venait enfin de rencontrer quelque chose qui se moquait de son attitude. Puis l'hybride lâcha son corps mort immobile, incapable de respirer. Et ce même monstre commença à suffoquer, luttant pour reprendre son souffle. Ses jambes tremblaient. Il s'effondra. Mort. Les yeux de Leaf s'agrandirent quand tout s'emboîta. Cet appendice, cette langue, c'était le point faible. Elle se tourna vers l'autre hybride, toujours piégé dans le marécage, se débattant et hurlant. Elle vit la même langue et n'hésita pas. Elle courut vers une sœur tombée, attrapa une arbalète, et visa avec des mains tremblantes. Le chagrin se transforma en rage. Elle dit, « Celui-ci, c'est pour mes sœurs », et elle tira. Le carreau frappa. La brume rouge jaillit. Le second hybride s'écroula. Soudain, le champ de bataille devint silencieux à part les sanglots de Leaf. Elle s'effondra à genoux au milieu des corps de ses sœurs, les larmes coulant sans contrôle, la douleur dévorant la moindre parcelle de force. Elle avait gagné. Mais la victoire donnait l'impression de se noyer. L'histoire revint brutalement à Border Town, à l'hôpital de campagne, où une autre peur se déployait. Nana était allongée dans un lit, et la réalisation frappa tout le monde d'un coup. Sa maturité était arrivée. Elle paraissait minuscule sous les couvertures, les yeux grands ouverts, la voix tremblante quand elle posa la question que personne ne voulait entendre, « Est-ce que je vais mourir ?» Le prince et les autres se penchèrent avec des sourires doux, la rassurant immédiatement, lui disant qu'elle irait bien. Et derrière leurs mots, il y avait une certitude silencieuse, pas un espoir aveugle, mais une foi construite par l'effort quotidien. Nana libérait sa magie tous les jours. Elle ne la laissait pas s'accumuler. Si la théorie du prince était correcte, sa magie ne se retournerait pas contre elle. Et là, dans cette chambre d'hôpital, tout l'avenir des sorcières dépendait de la preuve que le corps de cet enfant douce donnerait raison au prince. Ou prouverait que le monde était encore plus cruel que les démons eux-mêmes. Et l'épisode d'aujourd'hui se termine ici. Pendant que Border Town attend en silence près du lit de Nana, le monde, lui, ne s'arrête pas. Une survivante a appris à tuer des démons hybrides au prix de tout. Des monstres plus intelligents sont en mouvement. L'Église observe. Et les dirigeants à travers le pays se préparent à la guerre. Dans le prochain épisode, on découvrira si la théorie du prince sauve vraiment les sorcières, ou si l'espoir n'était qu'un sursis. Parce qu'à partir de maintenant, se cacher n'est plus une option. À la prochaine, amoureux des sorcières.